Patrick Pouyanné, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être avec nous lors de ce forum INCIBER 2025. On va continuer sur cette même conversation, l'élection de Donald Trump qui ouvre une nouvelle phase d'incertitude, l'ère Trump 2, comme on l'appelle. Comment est-ce que vous abordez cette nouvelle ère et peut-être quelles sont les conséquences qu'il faut anticiper aujourd'hui pour les entreprises françaises, mais aussi plus généralement pour les entreprises européennes ? Oui, et puis les entreprises américaines, hein. Je vais vous dire, c'est pareil pour tout le monde, hein. Je veux dire, d'ailleurs, c'est très frappant quand on va aux États-Unis. L'élection de Donald Trump s'est accompagnée d'un certain enthousiasme pro-business, une administration pro-business, pro-énergie d'ailleurs. Et puis maintenant, le problème, c'est que les chefs d'entreprise ont un point commun, qu'ils soient américains, européens ou d'ailleurs reste du monde, ils n'aiment pas l'incertitude. Ils n'aiment pas ne pas comprendre ce qui se passe. Et aujourd'hui, et on voit d'ailleurs les marchés financiers réagir très négativement, notamment les marchés américains, parce que les Américains, ils ont tendance à réagir au quart de tour, parfois plus vite que nous. Cette incertitude, c'est ce qui domine, parce qu'honnêtement, pour l'instant, moi je ne comprends pas l'algorithme, mais on est beaucoup qui sous-tend les politiques commerciales qui arrivent tous les jours. D'ailleurs, c'est tellement fréquent qu'on a tendance à attendre l'étape suivante. Donc je pense qu'aujourd'hui, effectivement, mais encore une fois, c'est pas que les Européens, c'est nos collègues américains. Ils sont aussi sidérés, et les investisseurs américains aujourd'hui, encore une fois, les marchés baissent. Donc c'est pas aussi pro-business. Moi, je pense que face à tout ça, il faut surtout pas ajouter du chaos au chaos. Je pense qu'il faut au contraire garder notre calme. On sait fonctionner nos entreprises, on sait comment elles fonctionnent. Et pour l'instant, d'ailleurs, c'est assez compliqué de vouloir tirer une quelconque conséquence de ce qui se passe, puisqu'on ne sait pas ce qui va se passer. Donc on attend le point, avec des capacités de revirement qui sont d'ailleurs assez fréquentes. Donc je pense que pour l'instant, notamment, ça incite à l'incertitude et ça incite à une certaine prudence. On investit moins. Et d'ailleurs, les États-Unis, qui étaient plutôt en bonne santé économique, la vérité, aujourd'hui, maintenant, parlent de récession. Donc c'est quand même assez paradoxal. Voilà, donc moi je pense que pour Total Energy, on est un investisseur aux États-Unis dans le gaz naturel liquéfié. On est le plus gros exportateur de gaz naturel liquéfié des États-Unis, notamment vers l'Europe. On est aussi un investisseur dans l'électricité et les renouvelables. J'ai eu l'occasion d'expliquer ça à l'administration Trump. J'en ai même fait récemment au Texas. On a invité nos investisseurs à faire ce qu'on appelle un field trip pour aller voir les énergies renouvelables. Il faut continuer à faire ce qu'on sait faire. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ils ont besoin d'électricité. Et c'est pas parce que tout d'un coup, il y a un mot d'ordre qui dit l'éolien, c'est pas bien qu'il faut arrêter. Donc, je pense qu'il est important, au contraire, de garder nos stratégies, nos caps. Et puis après, eh bien, on verra s'il y a des choses à adapter en fonction des vraies décisions qui peuvent prendre du temps. Et encore une fois, moi, je pense qu'on n'est pas à l'abri de revirements assez rapides. Donc, laisser les choses retomber un petit peu. Monsieur l'ambassadeur, donc vous êtes, on l'a dit tout à l'heure, l'ancien ambassadeur français à l'ONU. Vous avez commencé à évoquer tout à l'heure, lors de la table ronde, cette relation transatlantique. Vous avez parlé d'un traumatisme. J'ai noté attachement sentimental. Mais comment est-ce que vous voyez plutôt maintenant le multiculturalisme, l'avenir du multilatéralisme ? Alors, je voudrais tout d'abord vraiment dire que j'ai observé pendant le premier mandat le président Trump et donc je suis tout à fait d'accord avec M. Pouyanné. Avant de se précipiter pour commenter ou réagir à ce qu'a déclaré Donald Trump, il faut plutôt attendre, parce que je ne connais pas une déclaration de Donald Trump qui n'ait pas été suivie, qui n'ait pas été oubliée le lendemain, changée, modifiée. Et je disais souvent à Paris à cette époque, avant de réagir, attendez de voir ce qui sera fait. Et de surcroît, tous les Américains me disent aujourd'hui, pour aller de nouveau, comme disait M. Pouyanné, de dire, de toute façon, ce qui décidera Donald Trump à changer ou ne pas changer de politique, ce sera la bourse. Comment va évoluer la bourse ? Donc, elle a en effet baissé sensiblement. Est-ce qu'elle décroche ? Parce que si elle décrochait, sans doute, Donald Trump commencera à se poser des questions et il ne s'en pose pas beaucoup. Alors, le multilatéralisme, là, c'est un autre sujet parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué aussi au cours de la précédente table ronde, j'ai tendance à toujours essayer de replacer les débats dans le long terme. Le multilatéralisme, aujourd'hui, c'est quand même le mot qui ne vient pas franchement à l'esprit lorsqu'on regarde la scène internationale.
Tout au contraire, on a le retour des puissances, le retour des empires, le retour des rapports de force. Et en plus, ce rapport de force s'exprime souvent d'une manière qui accroît, si j'ose dire, les divisions. Par exemple, les sanctions. La multiplication des sanctions, dans tous les sens, ont des conséquences de fragmentation économique du monde. On le voit bien avec les sanctions secondaires. La confrontation sino-américaine s'exprime en grande partie maintenant par le biais justement de restrictions aux échanges. Par exemple, les microprocesseurs avancés, l'interdiction faite par les Américains d'exportation des microprocesseurs avancés vers la Chine. Donc on voit bien une fragmentation. Et un élément aussi très important, c'est que nos citoyens demandent de la fragmentation, nos citoyens demandent des frontières, demandent de la protection. Et donc, je suis convaincu que, Trump ou pas Trump, et on l'a bien vu d'ailleurs sous Biden, le protectionnisme est de retour. Le protectionnisme pour protéger nos économies, pour la réindustrialisation, mais aussi les frontières sur les questions dont on voit bien qu'elles sont au cœur de tous les débats politiques de toutes les démocraties occidentales ou presque, c'est-à-dire la question de l'immigration. Donc j'aurais tendance à dire ce n'est pas vraiment un mouvement multilatéral. De surcroît, les institutions multilatérales sont bloquées. Les Nations Unies sont bloquées, le Conseil de sécurité est bloqué par la rivalité des grandes puissances. Et au moment où l'Occident voit sa place relative diminuer à l'échelle du monde, vous avez beaucoup de pays qui disent en gros que ces institutions multilatérales, elles sont dominées par l'Occident. Et donc de dire peut-être l'Inde n'est pas membre permanent du Conseil de sécurité. Il n'y a pas de membre permanent africain ou latino-américain. Et quand vous regardez le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, ils sont dirigés par Européens, Américains, etc. Donc il y a aussi un système multilatéral mis en pièces par les tendances de politique et économique d'aujourd'hui, mais en plus contesté par une grande partie des pays du monde. Alors, Monsieur Pouyanné, le secteur de l'énergie se retrouve vraiment au cœur des transformations actuelles, que ce soit des transformations géopolitiques, économiques, technologiques, on en parlera aussi tout à l'heure. Selon vous, quelles sont aujourd'hui les principales menaces auxquelles les entreprises du secteur de l'énergie sont confrontées, les entreprises comme Total Energy ? Je vais dire le dogmatisme d'une part, le court-termisme d'autre part. Le dogmatisme, il s'exprime dans les deux sens. Le dogmatisme, c'est nier qu'il n'y a pas de changement climatique, c'est une réalité, il faut s'organiser pour aller vers une énergie décarbonée. Mais le dogmatisme, c'est à l'inverse, également de l'autre camp, croire que utiliser cette problématique du changement climatique à des fins politiques, pour croire qu'il faut mettre à bas le capitalisme, et que c'est tellement si simple que de décider qu'on n'utilisera plus de pétrole et de gaz. Donc on fait une campagne antifossile qui est juste à l'opposé de ce que veulent les consommateurs. Et la réalité de notre monde. La réalité de notre monde, en fait, c'est profondément parce que justement les 7 milliards ou les 6 milliards d'habitants de cette planète qui ne sont pas dans nos pays occidentaux, eux, ils aspirent à plus d'énergie. Ils aspirent à la croissance, qu'on le veuille ou non. Et on ne va pas leur imposer notre vision consistant à dire parce que nous sommes développés, vous devez continuer à moins vous développer, à moins consommer, à moins croître, à moins consommer de l'énergie, notamment parce qu'il y a le problème du changement climatique. Ça ne marche mais absolument pas, ça antagonise au contraire. Et d'ailleurs, c'est un vrai point d'union, moi, ce que j'ai observé pour avoir assisté à pas mal de conférences des partis du climat, qui réunit en ce moment les pays du Global Sud autour de cette problématique. Donc il faut être pragmatique, en fait. Oui, quand on parle d'énergie, il faut du bon sens, il faut du pragmatisme. Mais même en Europe, la vérité, c'est que les gens veulent une énergie qui soit fiable, tout le temps disponible, qui soit certes durable, mais qui soit aussi surtout bon marché, et y compris chez nous. Parce que vous avez vu les crises qu'on a eues, quand après 2022, le prix de l'énergie monte au ciel. Et ça, c'est constant partout, parce que c'est un bien essentiel. Donc notre mission, c'est de livrer cette énergie bon marché. Donc ça, c'est le premier point. Après, le deuxième point, c'est le court-termisme. Le court-termisme, ça consiste à croire, parce que l'énergie, c'est du temps long. Nous, on investit pour des projets à 10, 15, 20 ans. Et par exemple, je vais prendre un exemple caricatural, mais et je l'ai dit il y a 15 jours à Houston devant l'ensemble des Américains,
tout d'un coup, on trouve que c'est bien d'abattre toutes les réglementations sur les émissions de méthane aux États-Unis. Ce n'est pas du tout une bonne idée, parce que les industriels se sont engagés pour contrebattre ce méthane. On veut un level playing field, et on sait très bien que ce sujet va revenir dans 4 ans. Donc tout ça, c'est une forme de court-termisme qui surtout, on ne doit pas suivre. Donc quand on dirige une entreprise énergétique, il faut avoir une stratégie. Je l'ai dit tout à l'heure, nous, on produit du pétrole et du gaz parce que c'est ce que veulent nos consommateurs aujourd'hui. Et si je m'arrête d'en produire, les prix vont monter. Et ce n'est pas du tout ce qu'ils veulent. Mais en même temps, on a décidé qu'on devenait électricien. Depuis en 2024, Total Energy a vendu plus de 10% de ses produits énergétiques, c'est de l'électricité, et on en produira 10% aussi en 2025. Donc on a une stratégie et on ne va pas la mettre au fil de l'eau, on ne va pas changer tous les jours. Donc voilà les 2 écueils. Et en fait, le maître mot, si on veut réussir la transition énergétique, c'est le mot pragmatisme. Il faut qu'on arrête de croire que par des oukases, vous n'aurez que des véhicules électriques, vous n'aurez que croire que par des réglementations, on va piloter la consommation. Ce n'est pas vrai. Il faut à la fois continuer à travailler pour innover, pour baisser les coûts. Et lorsque ces coûts seront baissés, on peut convaincre les consommateurs d'adopter ces énergies nouvelles. Mais on n'y arrivera pas simplement par des réglementations qui disent voilà ce que vous devez faire. Et on va avoir très vite le problème en Europe avec le fameux véhicule électrique parce qu'ils ne l'adopteront que s'il coûte pas cher. Oui. Voilà, je veux dire, ça c'est la seule réalité. Et 10 000 € de plus pour une voiture, personne ne l'adoptera. Ou alors ça va devenir le véhicule des gens fortunés en ville, ce qui est plutôt le cas. Mais ça ne fait pas la transition. Et donc je pense qu'il faut surtout y aller pas à pas, pragmatiquement. On ne fera pas le grand soir. Mais par contre, ce qu'il ne faut pas à l'inverse, c'est faire marche arrière et tout jeter avec l'eau du bain. Parce que ça, c'est une erreur. Parce que ces technologies évoluent. Vous voyez, je faisais le point ce matin sur les technologies des batteries. On a gagné en un an 35% sur le coût de batteries de stockage de l'énergie pour des fermes solaires. Moins 35%. Donc, il se passe des choses. On travaille beaucoup et il faut croire à cette transition, mais elle sera pilotée profondément par l'innovation technologique et pas parce que quelqu'un a décidé quelque part que ça se passerait demain matin ou parce qu'on fait des oukases. Voilà ce que je... Donc, on continue à avancer avec pragmatisme et bon sens. Voilà. Bon Très bien. Alors, nous sommes effectivement à l'aube de grandes révolutions technologiques. On va en parler tout au long de ce forum. L'essor de l'IA, évidemment. Il y a le quantique, il y a le cloud computing, le edge computing. Il y a beaucoup de révolutions technologiques très disruptives qui sont en cours. Comment est-ce que vous percevez ces évolutions et quels sont peut-être les écueils, les pièges qu'il faut éviter pour s'assurer que ces technologies continuent à être des leviers de croissance, mais aussi de souveraineté pour l'Europe? Non, mais je crois que d'abord, c'est des révolutions dont on tirera bénéfice. Moi, j'ai vécu la révolution de l'Internet. Je ne sais pas comment je faisais travailler pour Internet, sans Internet. Des révolutions du mobile, je ne sais pas comment je faisais travailler pour les mobiles. J'étais directeur de cabinet d'un Premier ministre, qui est devenu d'un ministre, qui est devenu Premier ministre. Je veux dire, je ne sais pas comment on faisait. Tout ça, on l'a adopté. Et on a su s'adapter. Et pour notre bien à tous. Donc moi, ces révolutions technologiques, c'est fondamentalement, c'est l'être humain qui les développe, qui les façonne et qui va en tirer parti. Pour nous, quand on parle d'IA, chez nous, c'est pas pour réduire les coûts que je vois le principal intérêt, c'est pour augmenter nos revenus, parce qu'on va, grâce à ces données, quand on les optimise, mieux faire fonctionner nos raffineries, mieux tirer parti. Par exemple, on développe des modèles pour faire en sorte de tirer le meilleur parti de nos fermes solaires et éoliennes grâce à toutes ces datas qu'on accumule. Et notamment, il y a un domaine incroyable de recherche sur la météorologie. Prévoir la météorologie, c'est juste essentiel quand vous avez des parcs d'éoliennes. Donc il se passe des tas de choses positives. Alors, la souveraineté, moi je pense que, pour revenir à ça, il faut la penser au niveau de l'Europe dans ce domaine-là. Pourquoi aujourd'hui? Moi, ma vraie problème aujourd'hui, dans ce domaine du digital, de l'IA, c'est qu'on n'a pas de champion européen. C'est un vrai problème pour une entreprise comme la nôtre. Quand je dois faire des choix de cloud et que j'ai le choix entre Amazon, Microsoft ou Google, je ne suis pas très à l'aise pour mettre mes données dans tout ça. D'ailleurs, ça nous a conduit à faire un choix hybride où une partie de données reste, je dirais, dans des clouds plutôt propriétaires et le reste. Et en fait, ce que j'aimerais beaucoup, c'est qu'il y ait un cloud européen. Pour avoir qu'il y ait un cloud européen, il y a une seule solution. C'est qu'il y ait une vraie union européenne de ce digital. Et ça passe par une mesure simple, un seul régulateur européen sur les 27. Un seul régulateur européen sur les 27. On va me dire, il y a la souveraineté de la France, mais ça ne sert à rien, puisque, en l'occurrence, on essaie de faire un cloud français, aucune entreprise ne l'adopte. Mais pourquoi aucune entreprise ne l'adopte? Parce qu'on sait qu'à cette échelle-là, on n'aura pas les meilleurs pré-services sur le cloud, on n'aura pas les meilleures technologies. Si on avait une entreprise européenne qui se construisait à l'échelle du marché de ces 500 millions, on y ferait confiance, on jouerait avec cette affaire. Donc je pense qu'il est urgent
La souveraineté, si on continue à la penser pays par pays en Europe, je veux dire, on est tous petits. Et face au bloc chinois et au bloc américain, on aura beaucoup de mal. Je sais qu'on va m'expliquer que ce n'est pas ce que veulent les peuples européens, j'en suis pas certain. En tout cas, ce que je vois, moi, dans mon métier, en allant de droite à gauche, c'est qu'il faut qu'on pense, la vraie solution pour nous, c'est plus d'Europe. C'est vrai pour les capitaux, c'est vrai pour l'énergie, c'est vrai pour le digital. C'est ça la façon de nous en sortir et de penser d'une Europe puissance. Parce qu'effectivement, arrêtons d'être naïfs, il n'y a pas de multilatéralisme, tout ça, c'est des idées. Aujourd'hui, et on construit un monde. Les Américains reviennent à leur isolationnisme historique du 19e siècle. C'est des puissances, donc il faut cette puissance. Et arrêter de croire qu'on va y arriver par le sigma des 27. Ça ne marche pas comme ça. Donc voilà, moi je pense qu'il faut être souverain, mais il faut être souverain ensemble et fort. Et on le saura si on est vraiment, si on va enfin achever cette union des marchés qu'on n'arrête pas de répéter dans les discours, mais qu'on ne fait pas. Voilà ce que je pense. Je vous vois acquiescer, monsieur l'ambassadeur, sur cette question. Pardon. Oui, je suis tout à fait d'accord sur cette idée. La question, au cours de la table ronde précédente, on m'avait posé la question, vous croyez à l'Europe géopolitique? J'avais répondu non, mais lorsqu'on parle géopolitique, on parle un peu des cuirassiers, des cuirassiers et des cuirassés, on parle de la force militaire la plus traditionnelle, mais j'ai ajouté également qu'il y a des domaines où, à l'évidence, nous devons travailler à l'échelle européenne, et là on tombe sur toutes les questions. Monsieur Pouyanné faisait référence au marché numérique, mais on pourrait également parler des marchés financiers. Vraiment, parce que moi, quand j'étais ambassadeur à Washington, ce qui me frappait souvent, c'était de voir arriver ces jeunes Français, jeunes qui en général avaient fait une école d'ingénieur et qui avaient un produit, ou qui pensaient avoir un produit avec un autre copain dans un garage. Et puis ça marchait en Europe, et puis il y avait un moment où il devait partir aux États-Unis. Et il devait partir aux États-Unis pour deux raisons fondamentales. La première, c'était la taille du marché américain, tout simplement. Il y avait un grand marché, et il me disait, non, en Europe, c'est pas la même chose, hein. Il y a des marchés. Là, on a un marché stable, un marché avec un système juridique solide. Et la deuxième, c'était la question du financement. Et il y a aussi le problème du financement, les différences entre financement au sein des pays européens, avec les moyens des pays européens, avec à l'évidence des gaspillages. Hein. Si la Slovénie a son propre système, l'Estonie a son propre système, évidemment qu'il n'y a pas la fusion que l'on peut espérer d'un marché comme le faisait remarquer M. Pouyanné, de 450 millions d'habitants, un marché riche. Donc, d'une certaine manière, aujourd'hui, je dirais, il faut évidemment plus d'Europe. Mais dans des domaines qui sont peut-être pas les domaines auxquels pensent les peuples, et notamment le problème numérique. Et la question du cloud européen est une question qui est tellement évidente. Oui, mais on a essayé quand même. Qu'est-ce qui a fait Mais on n'a pas essayé à partir du Gaia X, il y a eu des initiatives. Mais attendez, c'est l'initiative nationale et vous avez une régulation qui est par pays. Je veux dire, je vais prendre l'exemple, on va parler de cybersécurité. Vous avez cette directive NIS 2 qui paraît pour la cybersécurité sur les réseaux électriques. Il y a l'équivalent aux États-Unis, ça s'appelle NERC. On investit dans des réseaux électriques aux États-Unis via nos énergies renouvelables. C'est très facile à intégrer. En Europe, aujourd'hui, les 27 pays doivent traduire la directive européenne et on va faire face à 27 réglementations différentes. Et moi, je produis des énergies renouvelables dans les 27 pays. Donc, je vais faire 27 fois l'effort. S'il y avait un régulateur unique qui traduirait cette directive dans un truc pragmatique, qui est qu'est-ce qu'on doit faire pour préserver la sécurité des réseaux électriques, et je ne vois pas tellement pourquoi ce serait différent en Allemagne, en France ou en Espagne, eh ben, je peux vous dire, on ferait des progrès géants. On peut pas. Donc, ces initiatives qui sont toutes à base nationale ne peuvent pas émerger. La force. Et je suis désolé, mais quand on voit où sont tous ces géants de l'IA, ils sont pourquoi aux États-Unis et en Chine? Mais parce qu'en fait, ils gèrent les données de super grands marchés qui font 400 millions, 1,5 milliard. Nous, on ne peut pas, les données ne circulent pas, chacun a ses règles différentes. Et encore une fois, on peut préserver des questions de souveraineté militaire et de défense sans croire qu'en mettant tout ça en commun. Donc soit on veut franchir ce pas et on y arrivera, soit on continuera, et c'est un vrai souci compte tenu du poids de ce que représente le digital, l'intelligence dans la révolution industrielle de demain, on va continuer à dépendre de tiers.
Et je suis désolé, même le cloud souverain français, l'initiative bleue, oui. À la fin, c'est du Microsoft. C'est vrai, c'est hybride. J'attends de voir s'il y a vraiment une crise qui va se passer, quoi. Voilà. Moi, je vais vous dire la décision que j'ai prise chez nous contre l'avis de pas mal de services. Ils voulaient absolument, tous mes collègues veulent aller dans le cloud parce que c'est plus pratique pour échanger les données. Il se trouve qu'on dépense chaque année à peu près $1 milliard pour acheter des données sismiques et de géophysique à travers le monde. Je leur ai dit, il n'est pas question que je mette ces données dans un cloud américain. Je veux dire, la guerre économique existe. Donc, je dis, ces données-là, les plus sensibles, vous allez me les garder à part. Et donc voilà. Mais en fait, encore, si j'avais un cloud européen, je pense que je vous présenterai, j'aurais moins de peur de pouvoir faire ça. Donc c'est très concret, cette affaire-là. Mais je ne vois pas comment on veut aborder ce 21e siècle, alors qu'on sait que ces technologies sont essentielles, en continuant à croire qu'on peut, chacun dans notre coin, se battre. Et en fait, la vérité, à la fin, on va avoir le choix entre des outils chinois et des outils américains. Bon, je sais où j'irai, mais il n'empêche. C'est quand même pas satisfaisant au moment où on parle de souveraineté. Donc on ne peut pas continuer à vouloir manipuler ce concept et ne pas le mettre en œuvre sur des sujets aussi importants. Et mon explication de cette contradiction, c'est aussi revenir sur cette idée que pour la plupart des Européens, dépendre des Américains, c'était quelque chose finalement de logique, de normal, et même au contraire, ils ne voulaient pas être dissociés des Américains. Il y avait une sorte de vision. Nous appartenons à ce monde global, cet Occident global. Je me rappelle une fois une négociation où nous lancions le projet Galileo. Vous savez, ça devait être le projet donc de GPS européen, et c'était au tout début, et nous, les Français, on était les seuls à vouloir un signal protégé sur Galileo. Les autres n'en voulaient pas, puisqu'ils disaient on a GPS, ça va très bien. Et un malheureux jeune diplomate français que j'avais envoyé en négociation a dit, on lui demande mais pourquoi voulez-vous un signal protégé? Et il dit comme ça nous ne dépendrons pas du GPS américain. Et le Néerlandais en face de lui a dit mais c'est justement pour ça que nous ne voulons pas de signal protégé, parce que nous ne voulons pas être dissociés des Américains. Il y a ce côté quand même, on revient un petit peu à cette notion politique, et donc on peut espérer pour que les Européens, avec ce qui se passe, se réveillent sur cette question, comme sur les autres questions. On parlait de la législation ITAR en ce qui concerne les armements, pour se dire... Eh bien oui, voilà, l'autonomie stratégique, ce n'est pas simplement une fantaisie de Français gaullistes, c'est un besoin, mais ça demandera un effort financier et un effort aussi de long terme. Mais je pense que de ce point de vue-là, le président Trump va peut-être nous aider. Il y a eu un événement majeur avec la position du nouveau chancelier allemand. C'est majeur ce qui s'est passé le soir de l'élection, où l'Allemagne, depuis 1945, était alignée complètement et dit il faut qu'on se pense sans les États-Unis. Je pense qu'en fait, le président Trump, pour moi, il achève un mouvement qu'on sait. Vous savez, quand le président Obama a décidé de ne pas nous suivre sur l'affaire de la Syrie, c'était un sujet majeur, dont d'ailleurs on peut trouver des traces dans ce qui se passe avec la Russie aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a un trend, il faut le prendre en compte. Alors les Français, historiquement, on a toujours été considérés par les autres Européens comme étant plus gauliens, plus souverainistes, mais la vérité, c'est que les autres pays sont en train de s'en rendre compte. Ils sont en train de se rendre compte qu'il faut qu'on se prenne par nous-mêmes en main. De ce point de vue-là, il va nous aider, j'espère, à nous réveiller, à le faire vraiment. Donc ça serait une opportunité. Moi, je vois tout ça comme une opportunité. Alors l'Europe s'est imposée dans les dernières années comme une puissance réglementaire. On va dire on a beaucoup de textes qui ont vu le jour, des textes ambitieux, le RGPD évidemment, l'IA Act, maintenant NIS 2, des textes qui défendent une vision, des valeurs européennes aussi. Mais certains estiment que finalement ça freine l'innovation, surtout dans un monde qui risque, d'autres régions du monde qui risquent d'être de plus en plus dérégulées. Comment on fait est-ce qu'on poursuit quand même dans cette voie ou est-ce qu'il faut changer de modèle et pour rester compétitif? Je suis européen, mais là, je ne le suis pas, en l'occurrence, parce que je pense qu'on approfondit. Moi, je ne comprends pas comment on parle de régulation de quelque chose qu'on ne connaît pas encore. Moi, je ne sais pas. On est au début de gigantesques plans d'innovation et on commence à agiter la peur, le principe de précaution qui est le pire des principes qu'on ait jamais inventés. C'est vraiment, au lieu de parler de principe d'innovation, moi, j'aurais préféré qu'on écrive dans la Constitution le principe d'innovation que le principe de précaution. Je pense que c'est une chance, il faut qu'on arrête d'avoir peur. Moi, j'ai fait une expérience chez nous. J'ai décidé que Copilote serait donné à 30 000 cadres de l'entreprise.
On a fait une enquête récente après un an, 61% l'ont adopté comme un outil utile. Ils n'en disent pas du mal. Je pense qu'il faut le regarder comme un gigantesque champ d'opportunités, arrêter de se faire peur. Après, ça ne veut pas dire que sur les données personnelles, il ne faut pas faire en sorte de contrôler l'utilisation qui peut en être faite. Mais enfin, je ne suis pas sûr que le modèle de la CNIL soit répété au niveau européen et mondial. La réalité, c'est que je pense qu'on prend le problème. Et du coup, on s'oppose aux Américains. Et qu'est-ce qui se passe d'ailleurs avec nos startups de l'IA aujourd'hui? Elles partent aux États-Unis. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce que c'est quand même, on devrait se poser des questions. Tous ces entrepreneurs, il se trouve que j'ai passé un dîner cette semaine avec une dizaine d'entrepreneurs du Next 40 et on était du CAC 40, mais ils partent tous aux États-Unis pour des raisons de capitaux, mais aussi pour des raisons de réglementation et de facilité à faire. Donc, je pense qu'il ne faut pas faire peur. On a le temps de réglementer. On commence. Moi, je trouve ça incroyable qu'on réglemente avant d'avoir commencé à savoir ce qu'on veut. Ça se trouve. Et donc, on ne donne pas ce sentiment. Le problème dans cette affaire, c'est un problème psychologique. C'est qu'on ne dit pas qu'on veut innover, qu'on veut être... Il faut faire confiance aux entreprises, aux entrepreneurs, et avant de commencer à dire qu'on va tout réguler. Enfin, voilà mon point de vue. Et en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire dans mon entreprise. Ce qui veut dire d'ailleurs qu'il faut de la cybersécurité, parce que c'est la cybersécurité qui, autour, vous donne confiance, qui donne le cadre de confiance. Mais à l'intérieur, allons-y, soyons innovants. Voilà. Vous vouliez réagir ? Là, je ne réagis pas en tant qu'ambassadeur parce que c'est tout à fait en dehors de ma zone de confort. Il y a longtemps, j'ai été un ingénieur. Mais moi, il me semble que lorsque vous êtes face à une telle révolution technologique comme l'intelligence artificielle, dont on voit les évolutions extraordinairement rapides et souvent, et d'ailleurs imprévisibles, on ne commence pas par réglementer. On essaye de réunir des ingénieurs qui permettent de suivre le problème et qui peuvent alerter l'autorité politique en disant « Attendez, là, il y a quelque chose qui est en train de se passer ». Mais aujourd'hui, j'essaye de suivre ce qui se passe dans l'intelligence artificielle, je n'y parviens pas. Alors, essayez de comprendre nos autorités politiques. Donc, nos autorités politiques qui sont totalement dépassées, et c'est tout à fait normal, par ce qui se passe à cause de la rapidité, à cause de la technicité, eh bien, voilà, nos parlementaires ont décidé de réglementer. Pour moi, vraiment, c'est un problème de logique. Je ne comprends pas. Peut-être qu'on réglemente, je ne sais pas, c'est peut-être une idée, mais peut-être qu'on réglemente justement faute d'innover et qu'on n'est plus dans cette course technologique, donc on se réfugie dans le fait d'au moins pouvoir créer des cadres. Peut-être parce qu'on considère, il y a au fond, c'est le mot, de nouveau, là c'est un peu une platitude d'ambassadeur, mais un ambassadeur c'est le spécialiste des platitudes, c'est le problème du mot risque, c'est-à-dire le risque en Europe et le risque aux États-Unis. Je sais que j'enfonce une porte ouverte, mais aux États-Unis, le risque est valorisé, vous prenez des risques, et si vous échouez, eh bien, ce n'est pas la fin de votre vie. On vous dira, bon, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce qui n'a pas marché, essayez encore en changeant. Et on le sait très bien, en Europe et en particulier en France, le mot risque n'est pas positif. Alors, il faut surtout valoriser le mot progrès. Eh oui, il faut revenir à progrès. Il y a des choses simples, c'est le progrès. Oui. Et je pense que malheureusement, aujourd'hui, on a un débat autour de cette notion simple de progrès. On n'y croit plus. Et comme si il faut qu'on se rabougrisse sur nous-mêmes. Et je vous dis encore une fois, et on peut rendre compatible progrès et protection de l'environnement et transition énergétique. Il faut juste... C'est la façon profonde, parce que l'être humain, profondément, il veut progresser, il veut croître, il veut se développer. Et je pense que c'est là qu'il y a, pour moi, quelque chose qui, aujourd'hui, dérape un peu. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure la confiance. Ça ne vous a pas échappé, c'est le thème de ce forum InCyber 2025, la confiance. Or, il semblerait qu'on soit vraiment dans une crise de la confiance. On voit une crise de la confiance pour les politiques, les institutions, pour les entreprises aussi. C'est ce que révèlent de nombreux sondages. Quels sont les leviers pour recréer cette confiance et cette envie aussi, peut-être ? Oh là, c'est une question qu'il faut poser à des leaders philosophiques. Je pense que, pour moi, le mot-clé, c'est d'avoir du courage. Il faut avoir le courage de faire face à la réalité. Et pour avoir du courage, il faut avoir une vision, parce que les deux vont en sens. Je pense que le manque de confiance est lié à un manque de vision collective aujourd'hui. On ne sait pas vraiment où on veut tous aller ensemble. Et donc, on subit le chaos de Donald Trump, les attaques de Vladimir Poutine, etc. Je pense que la vérité, c'est pour ça qu'il faut retrouver une vision collective, c'est savoir où on veut aller. Et on aura le courage pour le faire. Moi, c'est comme ça que je dirige mon entreprise profondément. On a construit avec l'ensemble des salariés la vision qu'on voudrait que Total soit en 2030-2035.
Et puis à partir de là, on fait des actes qui consistent effectivement à changer des métiers, à faire évoluer des personnes. Mais c'est parce que c'est ça qui donne le courage, c'est la vision collective. Donc moi, c'est ça que je pense qui est essentiel. Et je dirais, en Europe, je vais vous dire, malgré ce que vous venez de dire, je pense que les jeunes, les citoyens, il y a encore des sondages qui le montrent, ont plus confiance dans les entreprises aujourd'hui. Ils ont plus confiance dans les entreprises et dans tous les sondages. Eh bien, je pense qu'il faudrait écouter un peu plus les entreprises. Moi, je suis quand même sidéré de voir le nombre de réglementations qui sont prises sans qu'on nous consulte jamais. Parce qu'on fait semblant de nous consulter. Or, par exemple, sur ces questions de digital, de cybersécurité, il se passe plein de choses dans notre entreprise. Si on nous laissait faire et qu'on nous laissait dire, c'est une vraie différence avec l'Amérique. S'il y a bien une différence, c'est la façon dont les règles sont établies. D'un côté, il y a le business qui parle, qui est écouté, et les règles vont l'accompagner. Chez nous, on fait les règles comme si on a peur des grandes entreprises. On a peur de ça. Et ça, c'est une vraie erreur. Donc je pense qu'il faut, quelque part, qu'on refasse confiance aux entreprises et aux entrepreneurs qui savent avancer, quoi. Qui savent donner un cap. Qui savent donner un cap. Et alors, je sortirai du cadre européen pour parler du cadre français. Oui. Les Français ont besoin de connaître un cap. Les Français ont besoin de savoir où va leur pays, quel est l'objectif de leur pays. On ne peut pas le répondre simplement en même temps. Il faut savoir où est-ce que nous allons. Il faut dire aux Français, il faut que nos autorités politiques donnent aux Français le sentiment que leur pays va dans une direction. Parce que le rôle profondément du leader, c'est de donner un cap. Voilà. Moi, je me rappellerai longtemps une expérience professionnelle dans un site en Moselle qui était en difficulté et où l'entreprise, parce qu'elle est bien importante, hésitait à faire les restructurations nécessaires. Un leader syndical est venu me voir en disant « on ne vous connaît pas, mais par contre, ce qu'on vous demande, c'est de prendre des décisions. » Parce que le fait que vous n'en preniez pas fait que tous les collègues, là, ils ne savent pas s'ils auront demain un futur, s'ils peuvent acheter leur maison, etc. Donc, vous êtes là pour nous dire où on va aller. Votre décision sera peut-être d'arrêter cette unité, il y aura peut-être des effets, mais dites-le nous. J'ai tiré beaucoup de parti de ça. D'abord parce que la personne en face de moi, il était totalement conscient des difficultés. Les Français sont conscients des difficultés. Il faut qu'on arrête de croire qu'il faut leur parler comme à des enfants. Non, ils sont conscients des difficultés et il faut en face que les leaders, ceux qui les dirigent, leur donnent un cap et leur disent voilà pourquoi je fais ça. Mais on ne peut pas dire tout et son contraire en même temps, ça ne marche pas du tout. Voilà, donc je pense que c'est ça que je dirais. Et pour une entreprise, c'est exactement ce qui se passe. Moi, j'ai vécu le Covid, quand tout d'un coup tout s'arrête, qu'on ne sait plus où on habite, on ne sait pas comment il faut faire les gens, les problèmes de santé, faire fonctionner. En fait, un jour, j'ai dû faire un discours très simple pour dire voilà ce qu'on va faire. On va priorité à faire fonctionner l'usine. Deuxième priorité, c'est ça, et pas plus. Et ça a permis à tout le monde, quelque part, d'avoir un cadre, sans doute d'être assuré, et de faire ce qu'on leur avait demandé. C'est ça le rôle des leaders, profondément. Écoutez, nous arrivons à la fin de cet entretien. Je voulais vous remercier chaleureusement d'être venu répondre à nos questions et merci pour cet échange riche en enseignements. Je pense qu'on peut les applaudir chaleureusement. Merci infiniment. Merci à vous. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur.